Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de l'Écho des rencontres. Je m'appelle Esther, je suis élève en terminale et je suis les cours de la spécialité AGGSP avec Madame Lamotte. La spécialité AGGSP, donc Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences politiques, permet de comprendre les enjeux du monde contemporain, géographique, historique et géopolitique. Elle développe l'esprit critique, la capacité d'analyse et la culture générale. Un des thèmes centraux du programme de cette année, que nous avons étudié depuis le début de l'année, ce sont le thème d'histoire et de la ou les mémoires. Il interroge donc la manière dont les individus, les sociétés et les États se souviennent du passé, comment les événements historiques parfois traumatiques comme les guerres, les génocides et les colonisations sont commémorés, transmis, parfois contestés, voire oubliés. On y étudie par exemple la mémoire de la Seconde Guerre mondiale en France et dans d'autres pays comme l'Autriche, la mémoire du génocide des Tutsis au Rwanda ou encore celle de la guerre d'Algérie. On a constaté au cours de nos cours que l'histoire cherche la vérité, même si c'est une démarche qui évolue et peut être imparfaite, tandis que les mémoires sont plurielles, affectives et parcellaires. Nous nous interrogeons aussi sur la manière dont les sociétés ont tenté de rendre justice pour surmonter ces traumatismes, après l'exil de la Nakba, les guerres d'Algérie et les génocides des Tutsis au Rwanda. Aujourd'hui, vendredi 7 novembre, la classe de terminale AGGSP a eu la chance de recevoir et d'échanger pendant près de 2 heures sur ces sujets avec 3 invités. Monsieur Atungimana nous a parlé des souvenirs qu'il avait du génocide des Tutsis au Rwanda. Madame Sayeg nous a parlé de la Nakba. Et Madame Haddad nous a parlé de ses souvenirs familiaux de la guerre d'indépendance algérienne qui a opposé la France au FLN de 1954 à 1962 et de la guerre civile des années 90. Pour des raisons professionnelles, Madame Haddad a dû partir et n'est donc pas là pour l'interview. Nous les remercions tous chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Donc pour commencer, bonjour Monsieur Atungimana et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes rwandais et aujourd'hui vous êtes venu témoigner du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Le génocide a eu lieu du 7 avril au 17 juillet 1994 et a fait entre 800 000 et 1 million de morts. Bonjour Madame Sayeg et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous êtes d'origine palestinienne et aujourd'hui vous êtes venu nous parler de la Nakba, c'est-à-dire l'exode du peuple palestinien lors de la création de l'État d'Israël en 1948. C'est juste. Donc je vais vous poser des questions à tous les deux et vous êtes libre de répondre comme vous le sentez. Donc pouvez-vous nous rappeler la situation de votre famille à ce moment-là ? Mon père, en fait, a vécu la Nakba en 1948. Il avait 12 ans. Et donc, il m'a raconté, ainsi qu'à mes frères, dans les années 80, c'était toujours les histoires, en allemand on appelle ça les Gute Nacht-Geschichten, les histoires qu'on raconte aux enfants avant qu'ils se couchent la nuit. Donc mon père nous parlait toujours de son enfance, sans trop rentrer dans les détails plutôt laids. Il nous racontait donc ces histoires d'enfance en Palestine lorsqu'il était plus jeune, parce qu'il a beaucoup de souvenirs, parce qu'il avait 12 ans au moment de la Nakba. Et donc, nous avons découvert tout un monde que nous ne connaissions pas du tout. Donc, si vous voulez, c'était un peu... les histoires qu'il nous racontait, c'était un peu comme Tom Sawyer en Palestine. Donc, il était un garnement qui avait toujours, je ne sais pas, il avait des petites aventures avec ses amis. Il partait dans les orangeries de ses parents. Il partait à la ville sans avertir ses parents. Donc, il était toujours involvé dans des escarmouches avec ses amis. Il était toujours... avec ses amis, je ne sais pas, ils avaient des histoires intéressantes. Et donc, il a réussi à faire revivre tout ce monde qui était la Palestine des années 40, qui était un monde très beau de la façon dont il nous racontait. Donc, c'était une société qui avait ses habitudes, sa civilisation, sa culture, ses danses, son culinaire, ses traditions. Donc, c'est un très, très beau monde qu'il nous a décrit. Et donc, moi, j'ai essayé de recueillir tout ce recueil d'histoires pour transmettre ces informations à mes enfants. Par exemple, dans ce livre que j'ai écrit qui s'appelle Orange Nas Yafa, qui a été aussi traduit en anglais, parce que j'ai voulu que mes enfants connaissent leur passé et leurs racines, parce que d'habitude, vous n'entendez pas parler de la culture palestinienne dans les médias normaux.
dans les médias Traditionnel. traditionnels. Merci Yves. Et donc j'ai voulu leur donner conscience et les rendre fiers aussi de ce patrimoine qu'ils ont, parce que je pense qu'il est très important de connaître ses racines pour pouvoir vivre comme personne équilibrée et saine et comme citoyen d'un pays. Donc pour vous, la transmission, c'est réellement fait avec les histoires de votre père et vous qui les transmettez ensuite à vos enfants. Oui, c'est juste. Et vous, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la situation de votre famille à ce moment-là? Alors, moi, j'ai passé, du fait d'avoir un père diplomate, j'ai passé la plupart de mes années en dehors du Rwanda. J'y suis arrivé qu'à l'âge de 17 ans. On était, quand on était plus jeune, des sortes de représentants du pays. Donc, quel que soit le pays où on était, on avait juste l'étiquette de Rwandais. Et c'est comme ça que nos parents nous avaient éduqués, sans entrer dans les détails historiques qui étaient basés sur une division ethnique de la société, une sorte d'apartheid qui existait, un apartheid rampant qui existait vis-à-vis d'une catégorie de la population qui était l'ethnie Tutsi, quelque chose qui existait depuis très longtemps. Alors, je suis arrivé au Rwanda, j'allais fêter mes 17 ans, et puis en 90, il y a eu une guerre qui a été engagée par l'armée patriotique du Rwanda, qui est l'armée qui était menée par le président, qui était une guerre de libération, qui était composée d'anciens réfugiés, des gens à qui on n'autorisait pas de revenir au Rwanda et surtout qu'on avait chassé, qui a été victime de pogroms entretenus par plusieurs facteurs, entretenus par les régimes issus de l'indépendance, qui étaient maintenus par le président de l'époque qui finira par être assassiné. Et c'était des règles assez drastiques où les Tutsis, puisqu'ils étaient identifiés sur leur carte d'identité, ne pouvaient pas circuler d'une région du pays à une autre sans une autorisation spéciale. Tout ça, ce sont des choses que moi, je n'ai pas vues, que je ne voyais pas, que je n'ai pas pris conscience. Et puis, on n'a pas été élevé aussi dans cette culture. Pour nous, tout être humain, quelle que soit sa couleur de peau, sa religion, est un être humain. C'est comme ça, et c'est resté ainsi, qu'il fallait juger ou percevoir autrui. Moi, je suis parti après faire des études en Italie, en 93. Et lorsqu'il y a eu le début du génocide, je me trouvais en Italie, mais mes parents et ma sœur étaient encore au Rwanda. J'ai pu avoir des nouvelles au tout début, jusqu'à ce que les lignes, à l'époque, on n'avait que le téléphone pour être en contact, jusqu'à ce que ce soit coupé. Et je n'étais informé que par soit des rumeurs, soit des oui-dire, ou tout ce que proposait CNN. Donc cette tragédie, je l'ai vécue à distance, mais profondément. Ça m'a marqué personnellement, à tel point qu'encore aujourd'hui, chaque fois que le mois d'avril arrive, j'entre dans une certaine dépression. Et c'est important pour moi non seulement de participer à cet événement, à cette table ronde, pour continuer à transmettre et rappeler aux jeunes générations ce qui a pu se passer dans une partie du monde, et surtout le privilège malgré nous d'être des relais d'histoire, des témoins que nous devons dans le sens de vraiment devoir de transmettre aux plus jeunes générations. Ce que je fais avec mes enfants aussi, et pour qu'ils sachent et comprennent d'où viennent leur histoire, mais aussi l'histoire du pays où sont nés leurs parents et leurs grands-parents. Voilà. Donc pour vous, l'importance et ce devoir de mémoire est extrêmement important. Est-ce que vous avez autre chose à nous ajouter sur justement ce devoir de mémoire, en plus d'avec vos enfants? De quoi pouvez-vous nous parler?
Dans mon cas, moi, vu que j'observe que les médias traditionnels trahissent la cause palestinienne dans le sens où les faits les plus évidents ne sont même pas relayés dans les médias, je considère ce que tu viens de mentionner comme notre devoir de relais, d'information et de recueil et de mémoire comme quelque chose de très important et de nécessaire, vu que je ne peux pas malheureusement m'attendre à ce que les médias traditionnels renvoient l'image ou bien renvoient les faits tels qu'ils sont en train d'arriver. Donc je considère que c'est mon devoir d'informer et de diffuser ce qui s'est passé, ce qui se passe encore. Donc vous êtes deux personnes qui veulent transmettre leur histoire et parler de ce qui est arrivé soit à vous directement, soit à votre famille. Et c'est donc pour ça que vous avez accepté, je pense, de venir à cette table ronde en partie. Oui. Est-ce que vous avez retenu quelque chose des échanges avec les élèves, des questions qui vous ont été posées ? En fait, oui, il y a quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est la curiosité. Et bien sûr, la préparation qui a été faite. Et je pense le fait que vous participiez à ce programme, ce petit groupe. Et je pense que l'histoire est importante. Et elle est clé pour vraiment comprendre dans quel monde on évolue. Pour comprendre comment certaines erreurs du passé, et même d'un passé récent, se reproduisent encore sous nos yeux. Qu'on peut même anticiper les conséquences que cela pourra avoir. N'importe quelle partie du monde. Le Moyen-Orient, l'Afrique, c'est la même chose en Amérique latine, c'est la même chose en Asie. Et je pense que maintenir cette curiosité est essentiel. Et la deuxième chose, ça j'ai pu l'observer juste après, c'est la prise de conscience dans le sens que chacun a un rôle à jouer. Chacun, je pense que c'est le plus important aussi, c'est de se dire que je peux avoir individuellement un impact sur les événements qui se déroulent sous mes yeux aujourd'hui. Que l'histoire n'est pas que du passé, l'histoire c'est actuel et on peut avoir une influence sur les événements du futur. Oui, tout le monde est concerné et personne n'est exclu et tout le monde à son échelle peut faire quelque chose. Vous, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce que vous avez retenu de l'échange avec les élèves, les questions qui vous ont été posées, ce qui a été dit ? J'avais l'impression que les élèves étaient sincèrement intéressés et touchés, particulièrement peut-être. Donc la dernière fois, nous avons eu cette intervention il y a 2 ans. Cette année, à cause de tout ce qui s'est passé dans le monde depuis, j'avais l'impression que les élèves étaient encore plus touchés. Et je pense qu'il est important aussi qu'il y ait une prise de conscience pour vous les jeunes de l'année 2025 qui passent le bac, que le monde, très malheureusement, les dernières 5 années, a vraiment pris une tournure vraiment néfaste. Lorsque Yves et moi avons passé le bac il y a 30 ans, si on peut dire, nous vivons dans la décennie dorée, n'est-ce pas ? Parce absolument. Que le mur de Berlin était tombé, les principes de liberté, de démocratie et de fraternité étaient ce qu'il y avait de plus en vue. Il y a beaucoup d'espoir. Exactement, il y avait beaucoup d'espoir. En 92, il y avait les accords d'Oslo. Je me rappelle que j'avais même choisi ce sujet de bac pour mon bac d'histoire et que j'écrivais en conclusion que donc, les accords d'Oslo ont été signés et que je suis très heureuse et pleine d'espoir pour toutes les bonnes choses que cela va promettre. Mais donc malheureusement, tous nos espoirs ont été déçus. Mais vous, les jeunes, vous êtes la nouvelle génération et je pense qu'il est très important que vous essayez de remanier la barre pour la pousser de nouveau dans la bonne direction parce que c'est vous qui allez vivre dans ce monde pour les prochaines 50 années. Nous arrivons maintenant à un âge où bientôt nous allons passer le relais à votre génération et ce sera vous et vos enfants qui vont vivre sous ces conditions-là. Donc je pense qu'il est très important de réaliser que vous ne devez pas subir ce qui se passe, mais vous devez agir. Un peu comme la génération des grands-parents. En fait, en Europe, il y a 2 générations. Il va falloir agir pour ne pas vous laisser faire. Parce que si vous allez vous résigner et, je ne sais pas moi, sombrer dans, je ne sais pas moi, une situation où il est très facile aujourd'hui, n'est-ce pas, de changer de sujet, de rentrer dans les réseaux sociaux, de perdre 2 heures comme ça sur Instagram. C'est très facile et donc c'est quelque chose qui peut arriver donc facilement. Il va falloir vraiment se secouer un peu et voir qu'est-ce que je peux faire à mon échelle. Et donc, comme je donnais l'exemple avant, vous pouvez faire beaucoup. Hein? En vous indignant, en vous mobilisant, vous allez vous rencontrer qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme vous et qu'il y a tout à fait des mouvements de résistance
qu'on peut créer si on veut. Mais il ne faut pas sombrer dans la passivité. Je trouve que Nadine il y a 2 points importants qu'elle a soulignés. Je voudrais abonder dans son sens. Un, c'est par rapport aux médias. Les médias, dans le génocide des Tutsis au Rwanda, ont joué un très grand rôle. Il y avait une seule chaîne de télévision et une seule chaîne de radio. Et les populations les plus simples dans les campagnes, qui n'avaient pas la télévision, avaient la radio. À partir du moment où une entité mal intentionnée, avec des idées les plus diaboliques qui soient, décide d'influencer et de pousser les gens au crime, c'est là une des sources qui ont abouti au génocide. Mais le rôle des médias aujourd'hui, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les médias traditionnels, est crucial. Il ne faut pas nécessairement croire, il faut aller au-delà de ça. Parce que chaque média parlera sous l'influence d'un agenda ou de priorités qui seront établies par des auditeurs. Je pense qu'il faut maintenir cette curiosité, cette objectivité dans l'analyse de ce que nos sources d'information nous font parvenir. Et ça, je pense que c'est vraiment crucial. Et ne pas rester dans l'inaction. Sur base de ça, rester en action, en mouvement perpétuel. Merci beaucoup, Monsieur Atungimana et Madame Sayek, pour ces précieux conseils. Est-ce que vous auriez un message, chacun d'entre vous, à faire passer aux jeunes, un message global qui pourrait concerner tout le monde, un conseil, un message pour les jeunes d'aujourd'hui? Soyez courageux et ne soyez pas passifs. Chacun pourrait l'interpréter de la façon dont il choisira. Et selon ses forces aussi. Merci beaucoup. Moi, je dirais, je vais juste compléter ce que Nadine vient de dire, restez curieux et n'acceptez pas l'injustice. N'acceptez jamais l'injustice, à tous les niveaux, que ce soit au niveau ça commence au niveau de la famille, au niveau de l'école, par rapport aux relations avec les camarades, et plus globalement dans la société. Il faut toujours se lever et se battre contre l'injustice. Voilà. Notre émission touche à sa fin. Madame Sayek et Monsieur Atungimana, un grand merci d'être venus pour témoigner et partager votre mémoire avec nous, mais aussi avec la classe de l'EGSP. Merci beaucoup et j'espère que vous reviendrez pour les futures classes. Avec plaisir. Avec grand plaisir, merci Esther. Merci beaucoup.